J'ai en face de moi Sophie Guitert. Bonjour Sophie, bienvenue à la radio du cinéma. Bonjour David. Alors Sophie, en fait, historiquement, vous avez commencé par étudier les animaux puisque vous avez été vétérinaire. Vous l'avez pratiqué pendant 7 à 8 années, durant vos études et puis un petit peu professionnellement. Et très vite, vous avez dévié vers le théâtre, qui est votre passion toujours, l'écriture, et tout ça a dévié finalement vers le cinéma, vers les téléfilms. Vous en avez fait beaucoup, on les énumérera quelques-uns en tout cas tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on se rencontre parce que vous êtes issu d'une famille d'artistes, hein, et parmi les gens qui comptent dans cette filiation familiale, il y a notamment une sculptrice dont le nom est Germaine Richier. On parle en fait des années 15-20, au début en tout cas de sa carrière, peut-être même un petit peu avant, corrigez-moi sur les dates si je me trompe. Un peu plus tard. Un peu plus tard, voilà. Mais en l'occurrence, en fait, Germaine Richier a été une des figures majeures de la sculpture moderne. Elle a appris donc auprès de Bourdelle, hein, évidemment, qui était lui-même un des sculpteurs les plus en vogue à une certaine période. Et votre maman, alors si vous voulez compléter mes propos, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que pour le coup, vous êtes vraiment la spécialiste et on va évoquer quelque chose de particulier. C'est qu'en fait, vous avez, et vous allez le développer évidemment, vous avez créé, puisque vous êtes à l'origine en fait la directrice de l'ouvrage, vous avez créé un catalogue raisonné autour de l'intégralité du travail de Germaine Richier. J'ai le privilège d'avoir le premier tome qui fera suite, en fait, qui donnera suite, à 2 tomes supplémentaires. Sophie Guitert, bienvenue à la radio du cinéma. Merci beaucoup. Et nous sommes d'abord très heureux de vous accueillir parce que, évidemment, on n'a pas la chance régulièrement de rencontrer des gens avec un parcours aussi particulier et atypique que le vôtre. Sophie, qui êtes-vous vraiment? Attendez, je me le demande, c'est compliqué. Alors d'abord, je rectifie, j'ai mis en forme le travail de ma mère, qui était la nièce de Germaine Richier, qui avait travaillé à ses côtés et qui s'est occupée de l'œuvre après pendant 60 ans. Ma mère est décédée en 2017. Moi, j'étais toujours restée à côté de son travail, tout en l'aidant un peu. Et je commence par ça, au décès de ma mère, qui avait aussi fait suite à celui de son assistante, qui avait travaillé avec elle, et de mon père, qui avait énormément photographié l'œuvre. Il n'y avait plus personne dans le bureau. Et je me suis retrouvée avec tout ce travail, puisqu'elle avait travaillé 50 ans sur l'œuvre de sa tante et sur ce fameux catalogue raisonné, mais elle l'avait jamais publié. Et donc, je me suis dit, qui va faire ça par moi ? Je me suis dit, il faut que je fabrique son livre, il faut que je publie ce livre, voilà, et je ne pensais pas que ça m'amènerait aussi loin, parce que ça a pris 7 ans de travail, pour trier les archives, pour trier les photos, pour vraiment mettre en forme son travail. Voilà, en plus, oui, on peut dire que c'est un travail à plein temps. Voilà, c'est devenu un travail à plein temps. Mais avant ça, c'est vrai que j'ai un parcours, je crois qu'on appelle ça des slashers, atypique, puisque je venais d'une famille d'artistes. Mon père était cinéaste, mon frère est réalisateur, ma mère était céramiste. Enfin bon. Et moi, je trouvais que c'était pas sérieux, le monde de l'art. J'étais bonne élève et très studieuse, et donc je voulais m'occuper des mammifères marins. Donc on m'avait dit, il faut faire veto ou agro. Bon, par contre, on allait souvent plonger, on aimait la mer. Enfin, mon père était un personnage atypique aussi, ancien nageur de combat, enfin bon. Donc tout ça se mélangeait, le cinéma et tout. Il a beaucoup photographié l'œuvre, et donc je suis rentrée à l'école veto en espérant y trouver des dauphins, des baleines. Ça, c'est en 84. Et il n'y en avait pas. À l'époque, il y avait très peu de choses. Et donc, il fallait énormément travailler. Déjà, pour rentrer, c'était un concours très difficile. Et j'ai failli arrêter. Et là-dessus, je suis allée voir mes parents. J'ai dit, écoutez, j'en peux plus, j'arrête. Donc, tout le monde rêvait de rentrer à veto. Enfin, c'était un concours difficile. Ils m'ont dit, mais oui, arrête. Tu as raison, si tu t'ennuies. Donc, puisqu'ils étaient vraiment un peu atypiques. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je vais finir. Voilà. Je vais finir, mais en parallèle, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Donc, je suis allée aux ateliers de Blanche Salan, qui était avec Steve Calfa, c'était au Centre américain. Et là, j'ai rencontré toute une série de gens
qui ont tous fait carrière. Enfin, on était un groupe incroyable. On peut en citer quelques-uns, peut-être. Il y avait Nathalie Boutefeu, il y avait Mathieu Amalric qui venait, il y avait Pascal Pouzadou, Vincent Winterhalter qui tournait énormément. Enfin, toute une... Une génération de talents, finalement. Oui, voilà. Et on s'est vraiment... D'ailleurs, je suis toujours amie avec certains d'entre eux. Alain Stern, qui est maintenant à la SACD. Enfin bon, maintenant, on avait 23 ans, 24 ans. Et puis, on passait les concours. On passait les concours des écoles de théâtre. Donc, moi, j'ai passé la Rue Blanche, j'ai passé Strasbourg. Enfin bon. Mais... et après, je suis rentrée à Chaillot, à l'école de Chaillot, au Théâtre National de Chaillot, aux ateliers. Et là, il y avait un prof absolument génial qui s'appelait Saskia Cohen-Tanuji, qui était un phénomène. Elle est décédée il y a 2 ans, elle était partie en Israël. Et là, ça a été un professeur, donc elle venait du conservatoire, elle avait monté des pièces avec Denis Lavant, enfin c'était vraiment un metteur en scène et un prof de grand talent, non dogmatique. Et elle m'a dit, parce que j'avais monté une scène pour rentrer à Strasbourg, que je n'ai pas eu, mais enfin quand même. Et elle m'a dit, vous devriez la mettre en scène, la monter. Donc on a créé une compagnie avec Thierry Gibaud, qui plus tard a beaucoup travaillé Besace. On avait monté les petites pièces de Tchekhov. Après, on a monté des Labiche et des Feydeau. Là, j'ai rencontré Patrick Aguiag, qui était l'assistant du directeur de l'Odéon à l'époque, qui était un Espagnol, j'ai un trou. Et là, j'ai travaillé avec Patrick Aguiag, on a travaillé sur le Chant des Chants, j'ai fait plusieurs spectacles avec lui. Et peu à peu, j'ai complètement laissé tomber Veto, si vous voulez. Oui, le monde de l'art vous a tendu la main et finalement, vous avez profité et emboîté le pas. C'était vivant, si vous voulez. Je trouvais ça extrêmement... alors, j'aimais bien la rigueur du diagnostic et ça m'a beaucoup servi dans ma vie, etc. Mais bon, on s'est éclaté au théâtre. Après, bon, il y avait les castings. Donc, on était pris, pas pris. Moi, j'avais une gueule atypique. Donc, je ne rentrais pas forcément dans les canons de l'esthétique. J'avais un jeu assez décalé, parce que moi, j'aime la comédie, le burlesque. Après, on a travaillé... donc, j'ai beaucoup travaillé les comédies. Les grands auteurs Feydeau, enfin bon, et puis Molière, etc. Et puis est arrivée l'écriture aussi. Donc tout ça, ça s'empilait. Et finalement, vous étiez en train de détailler quelque chose d'important, c'est que tous ces outils, d'une certaine façon, vous étiez en train de remplir la caisse à outils dans l'expectative de la préparation de ce livre sans le savoir. Exactement, je ne savais pas. Ça, c'est quand même assez incroyable, c'est que la conjonction un petit peu de toutes ces compétences réunies vont faire que vous allez emboîter le pas un peu du travail de votre maman qui avait démarré et qui malheureusement n'a pas pu voir son terme puisqu'elle nous a quittés préalablement. Mais vous avez d'une certaine façon préparé un peu la préparation générale de ce projet. C'est vrai, je m'en suis rendu compte quand le livre a été terminé, parce que fabriquer un livre, c'est un monde. Hein. Là, vous rentrez dans le monde du livre. En plus, il est bilingue. Il y a des normes, il y a des contraintes de mise en page. Moi, j'avais la contrainte que je voulais absolument respecter la maquette de ma mère pour les fiches, on en parlera, puisqu'il y avait pour chaque fiche d'œuvre une photo qu'on appelle la page de majesté, qui est une photo un peu interprétée ou historique, et les 4 faces de chaque œuvre, ce qui est extrêmement lourd. Aucun catalogue raisonné fait ça, parce que ma mère était une artiste, et c'est une vision artistique de l'œuvre. Donc c'est un livre qui est à la fois un livre de référence, puisqu'il y a 6000 références bibliographiques. C'est monstrueux. Hein. Que ça a été très compliqué à faire, et je voulais respecter sa maquette. Donc j'ai été très prisonnière de ça, et en même temps, je me disais que quelqu'un qui avait travaillé 50 ans sur l'œuvre, qui avait son exigence, son regard, parce que c'était quelqu'un qui avait un œil artistique incroyable, je ne pouvais pas détruire son travail. Et j'ai rencontré différents éditeurs qui m'ont dit, mais écoutez, ça c'est pas du tout intéressant, les 4 faces, ou d'autres, ça va vous coûter très cher. Et peu à peu, à force d'avoir des réticences, j'en ai rencontré un, pour ne pas le citer, qui dirigeait Alvarez, les éditions du Regard, qui est assez exigeant, qui m'a dit, mais ça c'est magnifique. Donc peu à peu, si vous voulez, mais ça va pas. Peu à peu, j'ai tenu la barre. Oui, vous avez affiné finalement vos choix.
un peu par relation, en fonction de... Au gré des rencontres, mais un peu comme ma pièce de théâtre. Moi, j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai jouée, produit avec... Alors, on peut la citer. Vous parlez d'un chien dans ma vie, j'imagine, c'est ça? En fait, je suis retournée en veto au décès de ma sœur. En 93, ma sœur est morte dans des conditions tragiques. Et là, si vous voulez, la terre est partie sous mes pieds. Et j'ai eu besoin de retourner à quelque chose de carré, la consultation, voilà. Et pendant mes consultations, pendant les pauses, en même temps, j'écrivais toutes les anecdotes, toute la poésie qu'il peut y avoir dans une consultation, puisque finalement, vous rencontrez des personnages, les clients, dans des situations, soit d'arrivée d'un animal, soit à la fin de vie. Et il y a toute la vie qui se décline dans un cabinet, et les gens vous parlent énormément. Donc, pendant la pause, en même temps, j'écrivais ma thèse sur les anémones et les poissons clowns, et puis je notais tout. Je notais tous les gens qui m'avaient touchée. Et quand je suis arrivée chez mon agent, à l'époque c'était Armédia, maintenant c'est VMA, mais c'était Armédia, il m'a dit « mais il faut écrire là-dessus. Il faut écrire sur votre histoire veto ». Et en même temps, il y avait la mort de ma sœur, il y avait les vétos, et donc j'ai inventé un chien qui parlait et qui avait une forme de dépression, en fait, qui était la mienne à l'époque, et qui allait décider de faire une psychanalyse. Donc c'était un chien dépressif. Donc c'était joué par Thierry Gibault, qui est un acteur génial. Donc c'était une forme, il n'était pas déguisé en chien, mais on lui avait fait un costume avec une chapka, enfin bon, puis il est génial pour imiter le chien, qui allait voir une veto qui allait très mal. Et en fait, c'était la rencontre de ces deux solitudes. Et c'était complètement délirant et burlesque. Il y avait un ménade qui ne parlait pas, enfin bon. Et là, j'ai mis tout mon inconscient, si vous voulez, et ça m'a réparé. C'est une forme de thérapie, quoi. Oui, mais par transposition. Oui, j'entends. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. En fait, on parlait... Oui, pour dire que tout ça, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai essayé, à travers le livre, puisque ma mère racontait son histoire, racontait l'histoire de sa vie avec sa tante, puisqu'elle avait été son élève, puis après elle a géré l'œuvre, il fallait raconter une histoire. C'est pour ça que je pense que... Et donc il y a tout ce grand chapitre qui s'appelle Autour de l'atelier, avec les techniques de création de Richer, que ce soit à partir de la terre ou de la cire, ou comment elle fondait les plombs. Et en même temps, il y a le regard de ma mère, qui était élève dans l'atelier, et donc elle décrit cette allée qui s'appelait l'avenue de Châtillon, mais qui est maintenant l'avenue Jean Moulin, où il y avait des artistes, tous ces ateliers d'artistes, et où tout le monde passait d'un atelier à l'autre, le mouleur. Ce qu'on doit préciser, Sophie, c'est qu'un catalogue raisonné en l'état, c'est vraiment une observation de manière très chirurgicale de l'intégralité de l'œuvre de l'artiste, tout en expliquant et en détaillant toute sa technique de travail, sa technique de création. Alors ça, c'est particulier. Et ça, c'est en particulier au tome 1. Voilà. Non, mais c'est particulier à ce livre. C'est une volonté que vous avez... vous m'expliquez au préalable, en fait, que finalement, ce livre, il est aussi la conséquence de tout votre savoir-faire accumulé, en tout cas dans les expériences précédentes que vous avez pu avoir, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, etc. Et un certain nombre d'exigences qui vous ont été notamment, qui se sont imposées à vous dans l'écriture, puisque vous avez écrit vos pièces, etc. Vous avez essayé de le retranscrire dans la fabrication de ce livre. Alors inconsciemment... Et assurément, on en profite directement. Mais David, c'est pas mon livre, c'est le livre de ma mère. Oui, bien entendu. Mais si vous voulez... Mais dans sa construction, vous avez quand même pesé de votre personnalité. Dans la mise en page, dans la rigueur sur les textes, puisqu'il y a des relecteurs, vous savez, pour un... Donc, j'ai eu une formidable relectrice pour la partie qu'on appelle Autour de l'atelier, et que j'ai un peu persécutée en lui disant « tu ne peux pas changer les mots ». Et donc, elle a été très frustrée, c'est une grande... mais elle s'est piquée au jeu, elle est rentrée dans la tête de ma mère, et là, elle s'est passionnée pour le sujet. Ce qui fait que c'est extrêmement fluide, la première partie à lire, et ça se lit comme une histoire. On rentre dans l'œuvre, et on rentre dans la création de l'œuvre. Et ça, je l'ai lu dans aucun catalogue raisonné. C'est pas du tout le propos. Mais ça, je l'ai respecté. C'est la partie... Alors, il y a la biographie qui n'était pas illustrée. Et là, je l'ai illustrée en essayant aussi de raconter une histoire. Qui est un peu un narratif, quoi. Hein. Voilà, et qu'on puisse regarder les images comme on regarderait un bouquin de photos,
ou, je ne sais pas, les diapos d'un film. C'est ça, qu'on s'imprègne finalement, qu'on arrive un peu à se projeter dans certaines situations. Voilà. Voilà. Ça, c'est précisément, quand je dis que votre empreinte pèse sur ce livre, je pense en particulier à cette façon d'avoir étayé un peu le propos de votre maman, qui évidemment avait fait un peu le canevas Alors, il y a cette première partie, et après, il y a les fiches d'œuvre, qui est la partie scientifique, puisque dans ces fiches d'œuvre, vous avez toutes les dimensions, matières, mentions, comment ça a été fabriqué, et le report aux expositions, à la bibliographie. Ça, c'est la partie scientifique. Oui, là, c'est extrêmement technique. C'est très technique, mais oui, c'est très technique. Et je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, mais moi, j'avais un logiciel obsolète qui permettait d'éditer ce qu'on appelle le livret exposition. Donc là, ça m'a pris 3 ans avec un informaticien pour le remettre à jour, pour créer un outil qui soit... et là, si vous voulez, là, c'est la prépa, et là, c'est Veto qui m'a aidée. Parce qu'il fallait être complètement acharné. J'ai dû acheter un ancien ordi pour pouvoir lire le fichier des années 80. J'ai contacté un premier informaticien, un deuxième informaticien. Je savais qu'il y avait, que c'était le cœur du côté scientifique du livre. Mais pour sortir ce fichier qui est dans le livret à la fin, des 700 expos et des 6000 références bibliographiques, ça, c'est ma ténacité scientifique qui m'a permis de... Votre première vie. Oui, mais qui est toujours là, hein, bien vous sûr, savez. Bien sûr. Enfin, je ne sais pas si... Voilà. Et l'informaticien aussi s'est piqué au jeu, parce qu'au début, c'est difficile à dire, mais il y avait 18 000 bouts de... il fallait qu'il recrée un programme, voilà. Donc ça nous a pris 2 ans. Alors, on va parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un projet qui représente un pan de votre vie en termes de timing qui est très important. Oui. Comment ça démarre en fait? On a conscience que vous avez voulu donc prolonger le travail de votre maman, qu'elle avait amorcé de manière relativement significative. Plus que et significative. vous deviez finalement de boucler la boucle d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a enclenché? On parlait du sculpteur. Qu'est-ce qui a fait? Écoutez, un hommage à son travail. Je voulais vraiment rendre hommage à son travail. Si j'avais pas publié ce livre, les gens, le temps passe. Je voulais une publication papier. Créer une mémoire collective finalement. Alors c'est très important pour l'œuvre. D'ailleurs, Jean-Louis Prat, ancien directeur de la Fondation MAC, il en parle dans son avant-propos, qui était un ami de ma mère, qui a fait la première grande exposition en 1996 à la Fondation. Et il me disait toujours, écoutez, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Mais ça assoit une œuvre. Ça l'inscrit dans le temps et ça lui donne une existence vraiment importante, si vous voulez. Il y a des artistes qui n'ont toujours pas de catalogue raisonné. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Louis ? Le catalogue raisonné établi par Françoise Guitère s'imposait afin de maintenir la vérité de ce qui avait été créé et de ce qui demeure pour les temps futurs. Une mémoire, ça crée une mémoire collective, ça c'est très très important et ça s'inscrit dans la durée. Oui. Ça, alors, il peut être réédité, il peut être complété, mais si vous voulez, là, il y a le corpus chronologique de l'œuvre et la place des œuvres dans les musées. Il y a le détail des épreuves, puisqu'en sculpture, soit vous avez des pièces uniques, soit vous avez plusieurs fontes. Et là, on vous dit où sont les épreuves, où on a leur traçabilité, ce qui est très important pour le marché. Et puis, comme ma mère le souhaitait, c'est qu'on rentre dans le livre un peu comme l'amateur va rentrer dans l'atelier de l'artiste. C'est bien ça. Puisque les 2 ateliers de Germaine Richier, qui étaient avenue Jean Moulin, avaient été conservés, absolument... malheureusement, depuis, ils ont été vendus, mais absolument comme en 1959, quand elle les avait quittés, et qu'on rentrait dans cet atelier, qu'on sentait la puissance de la création de cette petite femme qui était morte si jeune, mais qui était une force tellurique et d'imagination et de travail. Et donc, la plupart des photos des sculptures ont été prises dans l'atelier de Germaine Richier, sous leurs 4 faces, dans la lumière de la création.
J'ai eu beaucoup de chance parce que le photographe qui avait travaillé 40 ans avec ma mère, puisqu'il y avait mon père, il y avait des grands photographes qui avaient travaillé du temps de Richier comme Brassailles, Descharnes, Marianne Greenwood, même Arthur Penn. Enfin bon, elle a références de l'État, de l'époque. Les Suisses, Amy Andriès, Doris Bivetti. Oui, elle a été beaucoup photographiée de son vivant. Mais donc moi, j'ai travaillé avec Thierry qui avait travaillé 40 ans avec ma mère et qui m'a aidé à comprendre aussi quel avait été le parcours de ma mère, puisque moi, je ne savais pas. En fait, j'ai fait de l'archéologie dans ce livre. J'ai récupéré toutes les archives, j'ai récupéré toutes les infos. J'ai fait comme on fait en épidémiologie, quoi. J'ai rassemblé les infos et j'ai essayé de comprendre la structure du livre, pourquoi elle avait fait comme ça. Et après, je l'ai respecté et je l'ai enrichi. En refotographiant, quand les photos ne me plaisaient pas. Par exemple, Résignation, on n'avait pas des bonnes photos. J'avais la chance d'avoir cette œuvre, c'est une cire. On l'a faite avec Thierry. Thierry comment ? De Hédin. D'accord. Thierry de Hédin, que je remercie, qui avait travaillé 40 ans avec ma mère. Donc, il avait commencé à 18 ans. D'accord. Il m'a accompagnée et ça a été très important. Ouais. Ça a été un fil rouge. Voilà. Mais au départ, c'est rendre hommage au travail de ma mère. C'est vraiment lui rendre hommage. Et je ne pensais pas que ça me prendrait 7 ans. En même temps, c'est aussi l'œuvre d'une vie. Et donc là, aujourd'hui, physiquement, existe le premier tome. Oui. Vont suivre derrière 2 autres tomes Oui. qui vont certainement arriver dans la prochaine dizaine, mais Oui. peut-être dans les 2, 3, 5 ans, 8 ans, selon un petit peu vos opportunités de temps disponibles et dédiées à ce projet-là. Absolument. Je pense que le plus dur, c'était celui-là. C'est 1916-1946. C'est bien ça. Hein. Donc 1916, c'est la première œuvre, c'est le faune qu'elle crée quand elle a 14 ans. 1946, elle rentre à Paris après la guerre, puisque en fait, pendant la guerre, elle est en Suisse avec son mari, qui était le sculpteur suisse Otto Benninger. Donc elle a beaucoup souffert de la séparation. Elle vient du Sud, hein, c'est une méridionale, elle a beaucoup souffert et elle décide, alors qu'elle avait complètement reconstruit une vie en Suisse, de rentrer à Paris. Donc 46, je suis allée jusqu'en 46. Ma mère s'était arrêtée avant, moi j'ai dit, faut qu'on... Et là c'est l'apparition, c'est vraiment la bascule de l'œuvre. Donc le deuxième volume c'est 47-54 et puis 55-59, elle meurt en 59. Voilà. Les fiches, entre guillemets, sont prêtes, mais il y a un travail énorme de photos. Très honnêtement, je ne le financerai pas, puisque ça, c'est moi qui l'ai financé. Oui, on taira les chiffres, mais ça coûte beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Voilà, donc du coup, vous avez quand même engagé... Alors, j'ai eu des aides, la culture, le ministère de l'égalité homme-femme m'a donné une petite subvention. J'ai eu des collectionneurs de ma mère qui m'ont aidé, notamment une dame qui restera anonyme, mais qui a été formidable. Donc, en fait, je me suis beaucoup appuyée sur les gens qui avaient travaillé avec elle, puisque elle-même s'était appuyée sur les gens qui avaient... Si vous voulez... J'ai fait un peu, bizarrement, je me suis rendu compte ce qu'elle avait fait, elle, à la mort de Richier. Alors, toute proportion gardée, c'est une transmission de femme à femme, cette histoire. C'est ça. Ouais. C'est une transmission. Il y a une filiation pour que finalement, au bout de cette histoire, il y ait une mémoire collective qui reste, et c'est quand même le message principal de cette aventure. Oui, et puis on peut découvrir l'œuvre, si vous voulez. Alors, on va donner les références de ce livre, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc, c'est un énorme ouvrage, en fait. J'avoue que... On peut assommer sa belle-mère avec. On peut en tout cas largement passer de très belles soirées à s'imprégner du travail de Germaine Richier, puisqu'évidemment, il est richement documenté, et d'un point de vue iconographique, c'est magnifique. Donc, c'est un livre qui est édité par un éditeur italien qui s'appelle donc Silvana Editoriale, qui est basé donc du côté de Milan. À Milan. Voilà, et ces gens-là vous ont accompagné pour la fabrication physique du livre. Voilà, il faut reconnaître que c'est un livre. Alors, c'est un livre qui a un certain coût, mais en même temps, il correspond à un travail assez énorme. Et physiquement, l'objet est assez sublime. C'est un peu lourd. Disons les choses comme elles sont. Merci. Et pour un passionné d'art en général et de sculpture en particulier, d'abord, ça permet de s'imprégner de manière très, très précise. J'ai quasiment envie de dire de manière
horlogère du travail de Germaine Richier depuis ses débuts jusqu'au tome 3, évidemment qu'on aura plaisir à consulter au moment où il existera. 2 et 3, oui. 2 et 3, pardon. Et du coup, on s'imprègne bien volontiers, étape après étape, de l'évolution du travail de cette sculptrice, dont on rappelle le nom, donc Germaine Richier, qui a fait l'objet d'une grande expo à Beaubourg l'année dernière, en 2023. Voilà, tout à fait. Donc il y a 2 ans maintenant, puisque nous sommes en 2025. Absolument. Mais effectivement, on en parlait un petit peu lorsqu'on s'est rencontrés, et ça a été une exposition assez magistrale, qui a fait date, qui a fait l'objet aussi d'un ouvrage dont j'ai pu m'imprégner assez récemment, et qui est absolument magnifique aussi. Donc finalement, cet artiste que l'on découvre, entre guillemets, un peu sur l'étard pour les non-initiés, bien entendu, absolument, qui rentre un petit peu, on va dire, dans le domaine public de la culture, grâce à cette mémoire et à ces expositions qui lui sont consacrées. Et donc ça fait toute la lumière sur une artiste en fait dont probablement on ignorait le talent. Je parle évidemment sous votre contrôle et pas pour les spécialistes, mais pour les gens qui s'intéressent à la culture, oui, alors, de manière un peu générique, hein, on est bien d'accord. Si vous voulez, dans le grand public, elle est assez peu connue. Enfin, qui est connu dans le grand public? On peut parler de Rodin, de gens comme ça, oui, mais évidemment... Picasso, Giacometti, voilà, c'est ça, les deux. Voilà. Mais moi, j'ai longtemps parlé avec Jean-Louis Prat, Giacometti, dans les années 60, les gens, ça ne les intéressait pas. Richier, c'est très étonnant. Elle est dans tous les grands musées du monde. D'abord, elle est morte jeune. Elle est morte à 57 ans, même pas 57 ans. Donc, l'essentiel de son œuvre, c'est en 10-15 ans. Elle vient... c'est une femme... puisqu'elle arrive en 29, je crois, je ne voudrais pas dire... non, elle termine ses études. Elle rentre aux Beaux-Arts de Montpellier. Déjà, dans la famille, rentrer aux Beaux-Arts, ma mère me racontait, puisque moi j'ai connu la mère de Richier, mon arrière-grand-mère. Oui, vous ne l'avez pas connue, Germaine Richier, c'est votre maman qui l'a connue. Ah, ma mère, mais j'ai connu sa mère, j'ai connu la mère de Richier, mon arrière-grand-mère. Germaine Richier, elle est née en 1902 à Grance, à côté de Montpellier. Elle ne vient pas du tout d'une famille d'artistes. Et elle a une vocation très précoce, elle a une passion pour la sculpture. Donc elle rentre à l'école des Beaux-Arts en 21. Et... elle est repérée par Guy, qui est l'ancien praticien de Rodin, qui lui dit il faut monter à Paris. Et elle monte à Paris accompagnée par son frère, dans un stress total de la famille. Et là, elle rentre chez Bourdelle. Elle voulait rentrer chez Bourdelle. C'est quelqu'un qui avait une détermination absolue. Elle est rentrée chez Bourdelle, qui était le grand maître, qui a été le maître de Vieira da Silva Giacometti. Elle dit qu'il lui a tout appris. Et en 1929, elle sort, Bourdelle meurt. Elle s'installe, elle prend des élèves, et là commence un travail de lente maturation, beaucoup autour des bustes. Elle a beaucoup fait ce qu'elle appelait ses gammes. Et ça, c'est comme on travaille son texte, comme on travaille ses gammes de piano, etc. Son solfège, en musique, voilà. etc. Elle faisait des bustes et elle faisait des figures relativement classiques, mais déjà avec un modelé très particulier. Arrive la guerre où elle est isolée en Suisse avec son mari, qu'elle décide de passer là-bas, et là... Et ça, je pense que c'est ce qu'elle a amené de plus prégnant. Là, tout se transforme, le modelé se transforme. Elle commence à incorporer des éléments de la nature à ses créations, qu'elles soient animales ou végétales. Au départ, le crapaud et tout ça, on voit l'évolution de l'œuvre dans le livre. C'est la position, puis après c'est la sauterelle. La petite sauterelle, elle a le chignon de sa mère et en même temps, elle a une forme d'insecte. Et c'est l'hybridation. Hein. Elle a créé ce qu'on appelle des êtres hybrides. Et ça, elle a été la seule à le faire en série, et Louise Bourgeois, c'est bien après. Mais elle crée des êtres hybrides, comme l'homme-forêt, par exemple, mi-animal, mi-végétal, mi-homme. Et ça, je pense que c'est vraiment le génie de Richier. Et Jean-Louis Prat dit, elle a annexé, il cite souvent la phrase de René Char, le génie ne vient pas de ce vient de ce qu'il annexe et non de ce qu'il rencontre. Et elle a énormément annexé. Et là arrive le bestiaire de Richier. Si vous voulez, avec la menthe, la sauterelle, le griffu. Elle rentre à Paris, et donc elle repart à zéro. Plus personne ne la connaît. En 1947, elle rentre à Paris. En 1948, elle a une première expo chez Mact. Et là, ça explose. Et il y a la chauve-souris avec des techniques. Elle invente des techniques avec les fondeurs. Elle utilise tous les matériaux. Elle travaille le plomb. Elle fond une croix dans son atelier. Elle invente des animaux. Elle met des verres de couleur. Enfin, il y a une imagination par rapport aux matériaux.
par rapport au sujet, au modelé. Elle crée l'orage et l'ouragan qui sont secoués par l'orage. Évidemment, on a beaucoup comparé Richier aux créatures torturées, mais comment représenter l'homme après la Seconde Guerre mondiale? Et en 1956, elle a une exposition au Musée national d'art moderne. C'est la première femme à avoir une rétrospective. Là, c'est la consécration. C'est la consécration, les États-Unis, le MoMA. Et puis, elle est malade. Et là, en 4 ans, elle disparaît. Oui, c'est une vie extrêmement condensée, mais proactive jusqu'au plus haut niveau. Toujours en cherchant et ça c'est évidemment une démarche artistique, à bousculer sa sculpture, à inventer. Qu'est-ce qu'elle serait devenue, sa sculpture, si elle avait continué à vivre, quel matériau. Alors je pense qu'elle aimait la terre profondément, elle partait de la terre, elle avait développé sa technique de création, vous savez, avec les lignes de construction, qu'elle partait du modèle. Et moi, évidemment, ça par rapport à qui est la couverture du livre. Hein. Voilà, vous êtes appuyé une photo de mon père. Voilà, vous êtes appuyé sur ça, en fait, qui est extrêmement présent et très, très intéressant. En fait, elle partait d'une horizontale et d'une oblique, et après, elle prenait des mesures sur le modèle avec ses compas, qu'elle reportait sur sa terre. Ouais, tout ça est très bien expliqué dans le livre. Qu'elle transformait. Et ça, évidemment, le visage, les bustes, hybride. Alors moi-même, je suis une forme d'être hybride, puisque je mélange, je ne sais pas, peut-être que c'est à force d'avoir vu des êtres hybrides que je me suis dit que bon, on pouvait ça sonnait comme une évidence, quoi. Voilà. Bon. Et puis, évidemment, moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'est-ce qu'il y avait derrière les visages, qui étaient les modèles. Et là, j'ai fait des recherches, qui avait posé pour elle, parce que quand on est comédien, on pose, on donne à voir. Bien donc, sûr. Et puis bon, j'avais quand même vécu avec les œuvres, et c'est vrai que les œuvres de Germaine Richier sont pas du tout, elles sont vivantes, vous vous déplacez un tout petit peu, c'est un peu comme au cinéma, hein. Si vous faites un gros plan, mais vous faites rentrer la progression du visage à l'intérieur de la page, c'était faire un gros plan. Donc qu'est-ce qu'on a comme émotion? Je pense aux grands cinéastes que j'adore, comme les Russes, comme Bondarchuk, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Arte, il repasse Le Guerre épais de Bondarchuk avec cette actrice géniale. Et la mort du prince André, où tout est blanc, comme ça. Donc moi, évidemment, moi, je suis une passionnée de cinéma. J'ai passé ma vie, je continue. Alors maintenant, je suis un peu plus VOD, mais vraiment, j'ai passé, quand on était au cours de théâtre, j'ai vu énormément de films. J'ai quand même une assez bonne culture cinématographique. De très belles références. Et j'adorais. Et donc, forcément, c'est ça que j'ai, à tout petit niveau, essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire rendre l'émotion d'une œuvre. Sophie, je voulais vous demander un tout petit service. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous faire parcourir ce livre à travers une lecture qui pourrait nous imprégner un peu plus encore de l'œuvre de l'artiste et de véritablement l'émotion qui en découle? Donc ça, c'est l'introduction par Françoise Guitère au catalogue raisonné. Durant l'été 1956, ma tante m'avait dit « Nous allons faire un livre ». Celui-ci aurait été un livre d'art sans intention d'exhaustivité, mais nous n'avons pas eu le temps de le réaliser. Dans l'entourage de Germaine Richier, personne ne parlait alors de catalogue raisonné, ni d'ailleurs d'organiser des rétrospectives. On était dans l'activité et la création du présent. C'est un travail que j'ai commencé dès sa disparition. L'arrêt Gaudias, 1938, plâtre de contrôle. Germaine Richier, à un moment de la création de sa Gaudias, qu'elle réalisait directement en terre, a eu besoin d'avoir un pendant à côté de sa terre pour faire un point, avoir une vue d'ensemble, un recul dans une autre matière. D'un moule à creux, elle a réalisé ce plâtre d'atelier, réplique de son travail en cours. Elle y a rapporté, avec un pinceau trempé dans du bleu à linge et un crayon, un réseau de lignes de construction issues de sa terre, avec ses verticales, ses horizontales, ses obliques, ses mesures, qui lui permettaient de réaliser ses créations et d'exprimer toute son intériorité. Du côté gauche, la plastique est plus avancée que du côté droit. Le travail est assez serré, au plus près des nuances et des sensibilités, afin que l'esprit de l'ensemble apparaisse, comme disait Germaine Richier. Et ça, c'est ce qui sera en conclusion du tome 3, dans ce que ma mère appelle l'après-Richier. J'ai toujours pensé que l'œuvre appartenait d'abord à l'artiste. À travers sa mémoire,
Les héritiers directs n'en sont que les dépositaires à l'égal de conservateurs de musées. Ma mission était non seulement de travailler pour l'activité de l'œuvre et le nom de Germaine Richier, mais tout autant pour sa protection et son éternité, afin que plus tard, lorsque nous ne serions plus là, son œuvre puisse se débrouiller seule. Chère Sophie, on arrive au terme de cet entretien et il y a une tradition à la radio du cinéma et je tiens à vous remercier d'ailleurs pour la qualité de cette rencontre. C'est moi qui vous remercie. On a eu l'occasion d'évoquer évidemment votre parcours dans le cinéma et désormais je vais vous demander de vous imprégner et de vous impliquer dans le milieu du cinéma puisque je vais vous demander en fait de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique de film préféré. Sophie, vous avez 3 petites marches devant vous, une petite scène, elle vous appartient. Excusez-moi, on peut donner plusieurs films? Non, malheureusement, vous partez sur une île déserte et il n'y a qu'un seul film à votre disposition. Alors, Les Enfants du Paradis, avec Arletty que j'ai rencontrée. Quelle chance. Voilà, qui m'a reçue chez elle. Alors, on va, de la même façon, on va aussi s'intéresser à votre musique préférée. Il était une fois en Amérique, Ennio Morricone. Emblématique. Et puis pour finir, votre réplique préférée? Toujours Arletty. Alors je vais pas... j'espère de mémoire... C'est attention, fragile, objet d'art, du tact, de la délicatesse. Vous ne savez sans doute pas à qui vous avez affaire. Et là, attention, fragile, objet d'art, du tact, s'il vous plaît, de la délicatesse. Vous ne savez sans doute pas à qui vous avez affaire.